Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Ouganda, alors que le président Yoweri Museveni célèbre sa réélection pour un 5e mandat à l'issue du scrutin du 18 février, l'opposition dénonce un scrutin frauduleux. Rencontre attendue ce mardi entre Ban Ki-moon et le président Pierre Nkurunziza. Il s'agira pour le secrétaire général des Nations Unies de convaincre le chef d'État burundais de baliser la voie vers un dialogue inclusif. Et puis innovation environnementale en Guinée avec la presse à plastique, une invention de Mohamed Keïta qui, nous le verrons dans quelques instants, permettra de réduire efficacement les déchets. Mais avant de développer ces titres, libération ce lundi après-midi du général Jean-Marie Michel Mokoko en République du Congo. Le candidat à la présidentielle du 20 mars a été relâché par la Direction générale de la sécurité du territoire, après avoir été entendu par le procureur général de la Cour suprême, puis par le procureur de la République. L'ancien chef d'état-major de l'armée fait l'objet d'une enquête préliminaire sur une tentative présumée de coup d'État. Une vidéo datant de 2007 mettrait en cause le général, qui, bien que ne niant pas l'existence de cette vidéo, assure qu'il a été piégé. L'enquête suit actuellement son cours. Un 5e mandat de 5 ans pour le président Yoweri Museveni, arrivé au pouvoir en Ouganda en 1986, mais quelques jours seulement après l'annonce des résultats de la présidentielle du 18 février, les tensions politiques sont à leur apogée dans le pays. Kizza Besigye, arrivé 2e à ce scrutin, rejette les résultats d'une, je cite, parodie d'élection, même constat négatif des observateurs internationaux qui pour la plupart dénoncent le manque de transparence et d'indépendance de la commission électorale, ainsi que l'atmosphère d'intimidation qui a entouré les scrutins présidentiels et législatifs. Olivia Yere-Dobré. Des tensions politiques restent présentes en Ouganda après la réélection de Yoweri Museveni. Yoweri Museveni, 71 ans, a été réélu pour un 5e mandat à la tête de l'Ouganda qu'il dirige depuis 30 ans avec 60,75% des voix contre 37,35% pour son principal rival, Kizza Besigye. Un scrutin contesté notamment par les observateurs de l'Union européenne et du Commonwealth qui ont remis en cause l'indépendance de la commission électorale. À la veille de la proclamation des résultats de la présidentielle, Kizza Besigye, principale figure d'opposition, a été arrêté vendredi 19 février 2016 et placé sous surveillance à son domicile. D'après la police ougandaise, le leader du Forum pour le changement démocratique, très populaire dans l'ouest, le nord et dans certains quartiers de la capitale Kampala, se préparait à annoncer des résultats parallèles, estimant que l'élection n'avait pas été équitable. Puis ce lundi 22 février 2016, arrêté pour la 4e fois en une semaine, alors qu'il avait appelé ses partisans à une marche vers le siège de la commission électorale. L'opposition, qui accuse la commission électorale d'être partisane et de couvrir les fraudes commises par le régime, a décidé de ne pas reconnaître la victoire de Yoweri Museveni dans ce qu'elle qualifie de parodie d'élection. Si le régime continue à me restreindre, à me détenir dans ma maison, aussi illégal que ce soit, j'appelle chacun d'entre vous, citoyens, à protester contre cela. Au minimum, empêchons-les aussi de se déplacer. Nous avons tous les mêmes ambitions pour ce pays. Vous ne pouvez pas continuer à nous détenir et vous continuez à jouir de votre propre liberté. Ceci ne saurait être accepté. Pour le président Yoweri Museveni, qui a engagé ces dernières années un processus de développement en termes d'infrastructures et de renforcement des capacités de l'État ougandais, restent des défis majeurs à relever. Oui, les défis que doit relever le président Yoweri Museveni sont d'abord d'ordre économique. Il va falloir accélérer ce processus, notamment dans le domaine de l'inclusion spatiale. Maintenant, les localités restent très enclavées et le sous-développement reste très inégalement reparti sur l'ensemble du territoire. On observe encore des poches de fragilité et de précarité sociale, notamment au nord et au nord-est du pays. Sur le plan politique, il va falloir qu'il essaye d'ouvrir davantage son système politique parce que jusqu'à maintenant, l'opposition demeure très fragile. Les patrouilles des forces de l'ordre se poursuivent à Kampala. Les autorités ont reporté le grand meeting devant célébrer la victoire du président Yoweri Museveni qui devait se tenir ce lundi 22 février 2016.
Et le président Yoweri Museveni, médiateur infructueux du dialogue interburundais, alors place depuis ce lundi à une intercession onusienne avec l'arrivée au Burundi du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui dès son arrivée a eu des entretiens avec des leaders des partis politiques et de la société civile. Eh bien, il rencontrera ce mardi le président Pierre Nkurunziza. Objectif du numéro 1 de l'ONU, persuader le gouvernement burundais de poser les conditions favorables à un dialogue inclusif avec l'opposition. Gladys Mwamba. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite au Burundi. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, est en visite officielle au Burundi du 22 au 23 février 2016. Pour le représentant de l'ONU, l'objectif est double. Éviter que le pays ne retombe dans un conflit de guerre civile comme celui connu il y a 10 ans et sortir le pays de la spirale de violence qu'il connaît depuis la réélection pour un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza en avril 2015. C'est une mission peut-être de voir la situation qu'il prévoit au Burundi. Il rencontre tout de suite les partis politiques qui sont au Burundi et puis il va rencontrer les associations de la société civile et les ONG qui sont ici. Probablement, il va s'entretenir avec les agents des Nations Unies qui travaillent ici au Burundi. Et puis demain, le matin, il va rencontrer le chef de l'État et ça c'est à la fin de sa mission. Et à la fin de cet entretien, je pense qu'il est prévu une conférence de presse ou un entretien avec les journalistes, conjointement avec le président de la République. Et puis, on va l'accompagner à l'aéroport. Pour les Nations Unies, l'enjeu est de persuader le gouvernement burundais à entamer un dialogue inclusif et sans condition avec l'opposition. Une autre des préoccupations de l'institution internationale est la question du respect des droits de l'homme et la protection des populations civiles. Le représentant de l'ONU tentera de convaincre le chef de l'État burundais d'accepter l'envoi de la mission africaine pour la protection et la prévention au Burundi, la MAPROBU. Le Burundi est dans une crise qui dure depuis bientôt plus de presque un an et qui a déjà fait plusieurs centaines de morts. On a plusieurs milliers de jeunes qui sont dans les prisons. On a plus de 220 000 réfugiés dans les pays voisins. On a des discours de la haine à la radio nationale. Malgré l'impasse des négociations interburundaises entre le parti au pouvoir et l'opposition, le 20 février 2016, le procureur général burundais a annulé des mandats d'arrêt internationaux lancés contre 15 personnalités, dont plusieurs leaders de l'opposition, sur les 34 qui faisaient l'objet de poursuites. Deux radios privées fermées depuis mai 2015 ont également réouvert leurs portes sous autorisation du gouvernement pour engager au dialogue interburundais une délégation de 5 hautes personnalités africaines, dont 4 présidents, mandatés par l'Union africaine, devraient se rendre dans la capitale Bujumbura d'ici le 28 février 2016. Et le Burundi, qui est la première étape du périple africain du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon est attendu ce mercredi en République démocratique du Congo avant de se rendre au Soudan du Sud. Et il est question d'économie à présent avec cette décision d'envergure en Somalie où le gouverneur de la Banque centrale annonce la création prochaine d'une nouvelle monnaie. Bachir Issa Ali, dont c'est le 3e mandat à la tête de l'institution financière, espère que cette nouvelle mesure va enfin permettre au pays de mettre un terme au chaos socio-économique qu'il traverse depuis des décennies, comme nous l'explique Olivia Yoré-Dobré. Le gouverneur de la Banque centrale de Somalie en quête d'une nouvelle monnaie pour reconstruire la nation. Après des décennies d'instabilité économique et politique, le gouverneur de la Banque centrale de Somalie, Bachir Issa Ali, a déclaré que le pays entendait créer sa première monnaie depuis les années 80. Objectif, reconstruire l'économie du pays. Cette monnaie ne vaut rien. En fait, tous les billets de banque en circulation sont des faux, produits par certains hommes d'affaires cupides, et le dernier cours légal de monnaie, produit par la Banque centrale, date de 1988-89. Donc tous les billets de banque en circulation sont faux. Tous ces billets de banque sont des faux. Donc nous devons arrêter cette tendance. Ils sont vieux, ils sont déchirés et ils sont sales.
Mogadiscio, la capitale somalienne, est en pleine mutation. Les hôtels et restaurants se reconstruisent. En effet, depuis qu'en 2011, les troupes de l'Union africaine ont pris le contrôle de la ville des mains des militants islamistes Al-Shabaab. Consolider l'économie est essentiel pour faire en sorte que la Somalie ne soit plus un refuge pour les militants Al-Shabaab liés à Al-Qaïda. Mais le rythme du changement est désespérément lent. Et pour cause, un manque de financement et d'experts financiers qualifiés. Nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour imprimer l'argent dont nous avons besoin. Nous sommes donc en contact et en discussion avec la communauté internationale, les bailleurs de fonds et ainsi de suite. Et vous savez, imprimer de l'argent est une question importante qui nécessite également un consensus et une coopération étroite avec la communauté internationale, notamment le FMI et avec le gouvernement somalien et le peuple somalien, les parties prenantes somaliennes et ainsi de suite. And with the Somali government and the Somali people, Somali stakeholders and so on. Depuis 2013, Bachir Issa Ali, le gouverneur de la Banque centrale somalienne, essaye de construire un système financier invitant les banques étrangères à ouvrir des bureaux à Mogadiscio, à rejoindre les sociétés de transfert de fonds qui constituent la pierre angulaire du système bancaire de la Somalie. Aucune banque n'a pour le moment accepté l'offre. Et puis du nouveau dans la lutte contre la pollution grâce à Mohamed Keïta, un inventeur guinéen qui a mis au point un compacteur de déchets d'un genre nouveau, la presse à déchets plastiques. C'est une machine capable de recycler ces débris afin qu'ils soient réutilisés et ne polluent pas l'environnement. Reportage en Guinée de notre correspondant Emmanuel Milimono. La lutte contre les déchets plastiques n'est pas qu'une question qui préoccupe les environnementalistes ou les autorités publiques. Mohamed Keïta, soudeur de profession, apporte une contribution qui facilite la collecte de ces polluants. La presse à déchets plastiques, comme il l'a baptisé, permet de compresser une bonne quantité de plastique afin de faciliter le transport vers les zones de traitement et de transformation. Basée sur un mécanisme tout à fait simple et facile à manier, cette invention constitue un plus dans la lutte contre les composants plastiques dans le pays. La presse à déchets plastiques sert à collecter les déchets à travers la nature et de les presser pour les faire en balles, comme des balles de friperie. Et cette balle de friperie et ces balles de friperie sont ensuite destinées au recyclage à Sodiaplast, à Conakry. C'est une société de transformation et de recyclage qui travaille avec nous directement. Donc tout ce que nous confectionnons actuellement comme déchets plastiques, c'est Sodiaplast qui les réutilise pour le recyclage. La quantité de déchets plastiques produits par jour à Conakry est importante à cause de leur utilisation abusive dans les marchés ou par les sociétés de production d'eau minérale. Ces polluants sont aujourd'hui visibles à tous les coins de la capitale guinéenne et des villes de l'intérieur du pays. Pour Mohamed Keïta, la presse à déchets plastiques est une contribution citoyenne qui vise à mieux débarrasser les villes de ces composants. Les déchets qu'on envoie à Sodiaplast à Conakry sont transformés en ustensiles de cuisine. Mais en dehors de cette transformation, les déchets plastiques peuvent être transformés en dallettes. Ça peut être transformé en sac à dos. Ça peut être transformé en chaussures. Et bien d'autres articles encore. Donc nous, notre ambition, c'est d'avoir toutes les unités là sur place. Et si l'État accepte aussi de financer le tout et qu'on nous accompagne, même si c'est un partenariat public-privé ou privé-privé, nous sommes prêts. Selon l'inventeur de cet outil, certains groupements de femmes s'en sont déjà appropriés et font de leur mieux dans le ramassage des déchets plastiques. L'ambition de ce Guinéen est que son invention soit vulgarisée à travers toute la Guinée et à tous les pays africains. Fin de ce journal, nous vous remercions de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes.